Bonjour à tous, on se retrouve pour le 12e épisode entre deux séries en compagnie de mon cher ami Greg. Comment vas-tu Greg? Et ben aujourd'hui, putain, bah ça va toujours, écoute, Yes! pour pas changer. La Et streak de toi? 12, yes, ça va super, au max comme d'habitude. En plus sur un sujet qui est passionnant, qui va être du coup sur le déficit calorique. Ah, je suis joueur aujourd'hui, je risque d'être très joueur sur le podcast. Je suis désolé, je me sens bien là. Donc voilà, on va essayer de vous apporter le max de value comme d'habitude. Tout simplement, est-ce que c'est un sujet qui t'inspire un petit peu le déficit calorique ou moyen? Oh oui, Toi si. aussi? Bon, eh bien écoute, on est deux. Et Toi un on peu va. plus de moi. Ah, forcément, moi j'y suis peut-être passé un peu plus longtemps que toi, mais j'avais pas trop le choix. Disons que Oui. j'ai bien profité du surplus dans le passé. Donc on va dire que c'était juste justice, voilà. Bon, petite question, on va commencer avec... Je vais te poser des petites questions, comme ça nous permettra d'avoir un petit suivi. Allez, On va essayer déjà de le définir. Si toi tu devais définir simplement ce qu'est un déficit calorique, comment tu le définirais pour notre audience? déficit calorique, je dirais que, comme son nom l'indique, c'est d'avoir une plus grosse dépense que tu ingurgites de calories. Ok, Plus ouais, simple. Donc bah que alors, ça soit en termes d'apport nutritionnel ou que ça soit de dépenses énergétiques. Dans tous les cas, il faut que ta balance du coup soit tu manges moins que ce que tu dépenses, quoi. voilà, exact, voilà. Ouais, bah c'est très simple, c'est totalement ça, hein. C'est vraiment, il n'y a pas plus simple. Un déficit calorique, c'est calories in, calories out. C'est vraiment ce que tu mets dans ton corps et ce que tu dépenses. Si la Ouais, balance, du coup, va en faveur de tes dépenses, donc tu dépenses plus que ce que tu manges, tu as un déficit calorique, in fine, tu vas perdre du poids. Voilà, ça c'est vraiment la base, d'accord? Après, il y a beaucoup, la beaucoup de base. nuances à apporter parce que, bien Oui. sûr, il y a bien d'autres euh, processus physiologiques qui rentrent en ligne de compte, hein, hormonaux, etc. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la base. Est-ce que c'est obligatoire pour perdre du gras? Le déficit calorique? Ouais. Oui. Pour moi, oui. Après, forcément, tu le gères comme tu veux. Dans tous les cas, même si tu as un apport, je veux dire, en termes de dépenses caloriques qui est au-dessus, c'est good, quoi. T'as Ouais. deux façons de faire, tout dépend de ton apport de base, mais dans tous les cas, il faut que t'aies quand même à côté une activité qui te permet justement de pouvoir dépenser un petit peu, ou si t'as une activité qui est sédentaire, du coup de manger forcément un petit peu moins, mais plus t'auras de dépenses, plus tu pourras manger entre guillemets, hein, on s'entend bien, mais dans l'idée, t'as ces deux façons-là. Ok, ouais, bah c'est ça, en fait, grosso modo. Après, voilà, la question était un petit peu piège parce que c'était, est-ce que c'est obligatoire pour perdre du gras? Mais effectivement, quand on est dans une situation un peu de recomposition corporelle, on peut entre guillemets être plus ou moins en maintien, d'accord, un maintien, mais comme on va avoir une activité de, je sais pas, de résistance, par exemple de la musculation ou autre, on va pouvoir quand même perdre du gras parce que justement on n'est pas sur un processus de surplus pour le convertir en masse musculaire, etc. Même si on est d'accord que le déficit reste l'environnement, on va dire, le plus propice pour perdre du gras, et qu'une fine, de toute façon, c'est juste, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Donc Oui, ça a ses voilà, conséquences. effectivement. Donc euh, tu commences à en parler, donc on va pouvoir un petit peu transitionner là-dessus. Euh, Comment on peut se mettre en déficit calorique en fait? C'est ça aussi un petit peu, tu en as un tout petit peu parlé avant. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de leviers pour créer du déficit. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise majoritairement? Toi, je sais pas par exemple, ou Déficit calorique, soit on va augmenter la dépense énergétique, donc que ce soit dans l'activité sportive, dans les pas qui se font beaucoup au quotidien pour certaines personnes un peu plus sédentaires, dans le cardio justement l'activité globale, ou alors du coup justement la partie nutritionnelle qui va être revue et qui va être baissée par rapport à ce que ton corps demande. ouais, ouais, c'est pareil, hein. On reste sur des Ça choses, reste. en fait, on va rester vraiment dans des choses simples parce que il y a pas besoin de surcomplexifier comment ça marche. Non. Pour perdre du poids, on prend notre balance ici qui est de base. Donc, c'est vrai qu'on peut ramener un petit peu d'infos.
comment définir cette balance de base déjà? Ça va demander forcément un tracking en amont, d'accord? On va définir un total calorique et on va suivre les tendances sur les jours d'après, les semaines peut-être, même si souvent, voilà. Moi je trouve qu'une tendance sur 4 jours, 7 jours, souvent c'est relativement suffisant. Si tu vois que pendant 4 jours ton poids il ne bouge pas ou pendant une semaine ton poids il bouge de 100 grammes, bon, tu peux estimer que là tu as ton maintien calorique, d'accord? Si tu vois qu'il monte, C'est ça. tu es en surplus, s'il descend, tu es en déficit. Donc voilà. Déjà, tu définis ton maintien. Et une fois que tu as défini ce maintien, comme disait Greg, tu as plusieurs leviers. Soit tu vas amener un déficit par la nourriture, donc tu vas moins manger. Soit tu vas apporter un déficit par ta dépense. Donc, tu vas juste plus te dépenser au quotidien. Donc, tu vas rajouter du cardio, tu vas rajouter des pas en plus, par exemple, ou jackpot, tu vas pouvoir utiliser les deux. Donc, c'est pareil. Moi, je suis plutôt partisan. Je sais pas trop ce que c'est de ton côté. Moi, j'aime beaucoup plutôt chercher à aller chercher la dépense maximale de la personne. Donc, la faire se dépenser le plus possible. Par exemple, avec son nombre de pas maximal. Donc, lui faire monter les pas jusqu'à ce que ça reste, que ce soit pas contraignant pour elle. D'accord? Il y a des gens, leur max de pas, ça va pouvoir être 9 000. Il y en a d'autres, ça va être 15 000. Il y en a d'autres, ça va être 20 000. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des gens, en fonction de leur vie, en fonction de leur contexte, on peut plus ou moins avoir plus ou moins de pas sans que ça crée trop de contraintes dans notre vie, en fait. Tout simplement. Il y a des gens, ils sont très sédentaires, ils ont beaucoup de préoccupations, beaucoup de responsabilités et tout. Déjà, faire 9 000 pas par jour, les mecs, ils tryhardent de partout pour essayer de les caler, tu vois. T'as des Ouais. gens qui ont des métiers beaucoup plus physiques, qui ont beaucoup plus, un petit peu plus de, enfin, qui durant leur temps libre, ils ont peut-être pas de famille, etc. Donc c'est du temps qu'ils peuvent s'accorder à eux-mêmes entre gros guillemets. Donc ils vont pouvoir aller plus step, plus marcher, etc. D'autres aussi comme moi, qui sont vachement organisés aussi, qui du coup ont des tapis de marche à la maison, avec un bureau assis debout pour pouvoir quand tu bosses ou faire d'autres activités, de pouvoir marcher en même temps. Mais voilà. Fondamentalement, comment on crée un déficit, ça va être principalement par ces deux biais-là le, comme ce qu'en fait ce qui crée un déficit, donc la dépense ou l'apport. Pour moi, je vais prendre deux exemples, justement, tu me Vas-y, parlais par vas-y. rapport à ça. J'ai deux exemples par rapport à deux élèves que j'ai. Il y en a un qui va à un travail qui est beaucoup plus sédentaire, du coup, qui va être au bureau, qui est dans l'informatique, donc forcément, à côté, très peu de dépenses. Donc pour lui, en l'occurrence, je lui ai rajouté un petit peu de cardio à côté, et je lui ai dit, il est pas d'essayer d'aller marcher, après justement manger le midi, il a une petite heure où justement, il peut aller marcher, donc à côté, il en profite pour pas perdre ce temps à rien faire, à scroller sur le téléphone, tu vois, des petites habitudes comme ça qui te servent pas réellement à grand chose et qui te font pas progresser. Et en soi, les pas, c'est pas une grosse dépense. Donc voilà, on a augmenté un petit peu les pas à côté, ça lui bouffe pas plus de temps sur le soir par exemple. Donc comme ça, il y a une dépense un peu plus grosse. Et après, on fait 3 jours où il y a un petit peu plus de cardio, en plus de la musculation. Et une autre personne, au contraire, qui travaille avec un boulot un peu plus physique et qui fait en moyenne de pas 14 000 pas en tout, en moyenne par jour. Donc qui reste quand même assez élevé. Donc là, en l'occurrence, lui, pour l'instant, on n'a pas mis en place de cardio, étant donné qu'il a une dépense qui est très haute, et qui de base n'avait pas du tout de dépense, déjà au nombre de pas, il devait être entre, je pense, 2 et 4 000 pas. Donc quand tu passes entre 2 et 4 000 pas et 14 000 pas, déjà il y a un petit temps d'adaptation, et après derrière, forcément Ça crame. derrière, bah, on crée un gros déficit, quoi. Donc là-dessus, à côté, il n'y a pas besoin de rajouter spécialement de cardio. En plus d'avoir des deux côtés, bien sûr, d'avoir une diète qui soit adaptée. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est dans un premier temps à voir comment est-ce que votre corps réagit et de faire attention à ça. Bien sûr, si vous faites beaucoup de pas et que vous avez la capacité de pouvoir les faire, il faut les faire. C'est le top, ça vous demande pas beaucoup de temps. Il y a des personnes qui ont des chiens qui peuvent en profiter pour aller se balader un petit peu, même en famille, avec son conjoint, sa conjointe, pour pouvoir se balader. C'est top, c'est des petits trucs qu'il vous faut passer le moment à deux et qui vous donnent pas trop de temps que ça, ou sinon en fin de séance, des fois, pour certaines personnes aussi. C'est vrai que c'est quelque chose de top, quoi. Et c'est ça. Et gros point fort des pas, bah, c'est que ça génère très peu de fatigue. On va dire que c'est pour ça que c'est vraiment une activité qui est top parce que ça génère très peu de fatigue de marcher en fait. Ça vous fait une dépense et vous fatiguez pas trop. Si vous avez vraiment des ambitions pour avoir des grosses cuisses, etc., typiquement, que vous entraînez très sérieusement les cuisses, si vous avez une activité à côté de course à pied, de cardio assez intense qui va vous demander beaucoup d'intensité au niveau des cuisses, mais la récupération va pas du tout être la même, hein. Si vous avez 2 entraînements par semaine en plus au niveau des cuisses, etc.,
vous êtes très content d'avoir des pas plutôt que d'avoir un cardio vraiment très taxant pour les cuisses. Alors c'est vrai, ça peut être un peu plus long. On échange du temps, on va dire, contre des calories, une fois de plus, hein. C'est sûr que quand on fait quelque chose de plus intensif, on peut y passer un petit peu moins de temps. Mais à quel prix en termes d'énergie, de nerveux, en termes de, voilà, de sollicitation nerveuse globale? Pour moi, ça crée une fatigue qui est beaucoup plus grande. D'ailleurs, j'avais un petit... le NEAT, il y a deux prismes de manière de voir le NEAT. Pour toi, le NEAT, tu le vois de quel côté, toi? Tu sais, Comment ça? alors, t'as ceux qui, en gros, disent que dans le NEAT, il y a les pas, et d'autres qui disent que dans le NEAT, il n'y a pas les pas. Non, tout dépend si c'est des pas imposés ou non. Si c'est des pas qui sont imposés et qui sont pas compris, du coup pour moi c'est plus du NEAT. Mais si c'est dans la vie de tous les jours et que dans la vie de tous les jours habituellement vous faites vos courses comme ça, il y a rien qui est mis en place pour faire des pas en plus, que ce soit en fin de séance ou alors comme je disais entre midi et deux une petite balade de 30 minutes qui du coup est demandée par le coach et qui est rajoutée en plus. Pour moi ça reste du NEAT parce que habituellement vous faisiez au final déjà un petit peu ça quoi. Donc Voilà. non, en réalité, moi, pour ça, je le compte pas spécialement. Si ça reste imposé, dans ce cas-là, oui. Voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est de toute façon pour moi la seule vraie définition du NEAT. Pour rappeler le NEAT, c'est juste toutes les dépenses que vous avez en dehors de votre Hmm. activité physique. Donc tout ce qui se passe là, ce que je fais avec ma main là, tu vois, ce que je fais là, Ouais. bouger ma tête La là, tout ça. vaisselle, plein de choses comme Quand on ça. fait votre vaisselle, votre ménage, quand vous vous déplacez pour, je sais pas, aller faire vos courses, vos trucs, vos machins, tout- tous les mouvements de la vie sont du NEAT, d'accord? Et à partir du moment où voilà, vous faites de l'activité physique ou que vous vous imposez des pas, donc de la dépense, on va dire comme du cardio, tout de suite on rentre dans quelque chose qui l'est moins. Et il y a une manière d'optimiser son NEAT, vraiment d'optimiser les choses qu'on fait hors l'activité physique. Et on en parlera un petit peu après parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu des erreurs. Des erreurs qu'on voit le plus souvent par rapport au déficit calorique. Euh, Là, je sais pas. Moi, je sais pas si ça te parle. Moi, j'ai pas mal de gens qui me voient et qui me disent, par exemple, qui me parlent, qui veulent perdre du poids, qui veulent être en déficit ou autre. Ils vont m'énumérer des choses et tout de suite, je dis que pour moi, c'est red flag, tu vois. Je peux lancer si tu veux. Si tu veux, je lance le Allez, premier. Faire un déficit trop agressif. Genre, il y a des gens, vraiment, ils veulent perdre du poids. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent sur un déficit qui est très, très agressif. Donc, tout de suite, ils cut énormément. Souvent, en plus, c'est des gens qui suivent pas ce qu'ils mangent, ou c'est des gens qui vont se mettre à suivre ce qu'ils mangent par rapport à 1300 calories. Tu vois, la première fois où ils traquent leur truc, c'est parce qu'ils se foutent à 1300 calories et qu'ils tiennent ça. Euh, en fait, le problème, c'est que ça peut pas marcher. Parce que quand on cut beaucoup trop vite comme ça, quand on veut aller trop vite et qu'on cut beaucoup trop fort, on n'a plus aucun levier une fois qu'on va atteindre un palier de stagnation. Forcément, le corps s'habitue, le métabolisme s'habitue, on va dire, à la nouvelle norme. Si vous perdez 10 kilos, si vous faites 90 et que d'un coup vous faites 80, votre corps n'utilisera pas les mêmes calories pour se maintenir au quotidien. Forcément. Donc, à partir de ce moment-là, il faudra faire des adaptations. Sauf que si déjà vous avez trop cuté, vous dépensez déjà beaucoup trop, pour aller chercher des leviers pour continuer, on va dire, de manière saine, si tu pètes les cales, tu peux plus, parce qu'à un moment, de toute façon, le corps, faut qu'il fonctionne. Il y a un moment, si les seuls cales que tu utilises, c'est pour tes fonctions vitales, il y a un très gros problème. Et c'est là où, tout à l'heure, je parlais de comment optimiser son NEAT. C'est que là, tout ce qu'on fait, les mouvements des mains, les mouvements de la tête, se lever, s'asseoir, si on mange trop peu, si on mange pas suffisamment de calories, on va mettre notre corps dans une forme un petit peu léthargique. C'est-à-dire que il va faire le maximum pour s'économiser. Moi, je sais que en fait, ça, vraiment, le truc qui m'a fait le plus comprendre ça, c'est que je me rappelle, je marchais beaucoup avant, dehors, et quand j'étais trop bas en cale, et que je faisais des 24-25 000 pas, en fait, je me rendais compte qu'à la fin, quand j'arrivais vers les 20 000 pas, je me butais tout le temps les trottoirs. En fait, j'arrivais à un stade où j'étais en mode autopilote, et en fait, juste que naturellement, sans le savoir, je levais mes pieds moins haut, typiquement. Donc je me ouais. tapais plus facilement dans les trottoirs, alors que c'était des chemins que je faisais tout le temps, quoi. Et en fait, c'est con, là, c'était pour donner un gros exemple, mais typiquement, toi, dans la vie de tous les jours, tu vas peut-être voir plus te lever, plus t'asseoir. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu vas peut-être être beaucoup plus, tu auras plus envie d'échanger avec tes mains, tu vois, d'utiliser un petit peu plein de ressources particulières parce que ton corps est en abondance. Mais quand t'es explosé,
quand t'as zéro cale, quand t'es cuit, t'as juste envie de t'asseoir dans le canapé, faire le moins de choses possible alors que t'aurais pu rester debout. Tu vas avoir zéro activité, tu vas tout repousser ce que tu devais faire entre guillemets un peu plus tard parce que oh, vas-y, bah, je me lèverai plus tard. De toute façon, je dois faire deux choses en même temps, je le Ouais. ferai tout à l'heure, machin, alors que tu aurais pu le faire maintenant, tu vois. Et c'est que des micro-actions comme ça où ton corps, lui, il s'économise. T'as peut-être du mal à le conscientiser et du coup, tu dépenses beaucoup moins. Parce qu'en fait, Ouais. il y a trop peu de cale. Vas-y, je te laisse Et puis même avec rétorquer sur quelque chose. justement, t'as des facteurs où quand tu viens couper l'alimentation comme ça, si de base elle était pas traquée, déjà tu sais pas combien de calories tu descends, ouais. Tu sais pas exactement pour la plupart, tu sais pas réellement quel apport, donc tu sais pas si t'as assez de lipides, assez de protéines, assez de glucides. Si les lipides trop bas, bah système hormonal compliqué. Il y a plein de fonctions comme ça où ça reste compliqué. Et après forcément t'as de la fatigue derrière qui s'accumule, tu comprends pas, tu peux avoir des vertiges, des maux de tête. Et forcément, derrière la catégorie d'énergie, de motivation, bah, elle est plus là du tout. Et du coup, forcément, tu te retrouves à dire, ouais, j'ai la flemme, oh, je reste au lit un peu plus longtemps. Et c'est plein de petites actions comme ça qui font que, au final, bah, tu passes plus de temps à pas comprendre ce que tu fais, et puis au final, très compliqué. Et ça, faut que ça soit pouvoir être quantifié et le faire correctement. Avoir un déficit qui soit calorique agressif sur quelqu'un qui avait déjà traqué de base, tout dépend la catégorie agressif, mais ça me choque pas si de base c'est traqué. Pour certains objectifs, bien sûr, on s'entend. Pour personne, on va dire lambda ou de tous les jours, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh, mais il faut que ce soit quantifié. Dans tous les cas, il faut que ça reste quantifié, de savoir exactement ce que tu dépenses, quoi. Et là, tu parles en plus de quelqu'un qui est préparé. Hein, c'est sûr que tu peux Ouais, aller chercher des cuts agressifs sur un mec qui a déjà l'habitude d'en faire, qui a une très bonne ouais, masse musculaire, qui a un corps qui répond très bien, qui a une physio qui répond très bien. Moi, ma physio d'aujourd'hui est très réactive. Si je me mets en surplus ou en déficit, je monte assez vite en poids et je perds très vite aussi. Mais parce que le corps, en fait, il y a une telle masse musculaire maintenant que c'est beaucoup plus. La physiologie répond beaucoup plus vite. Tu vois, tes hormones sont beaucoup mieux. Sont vraiment à jour, etc. Que quand tu es dans des conditions un petit peu de santé très mauvaises et mm, tout de suite ton corps il réagit mal, il comprend pas trop, donc il faut être d'autant plus progressif. Et là où vraiment tu as apporté un vrai bon point, c'est ne pas suivre ses apports, c'est n'avoir aucune structure. Et moi, c'est là où j'ai vraiment mm, le plus de mal quand les gens viennent me voir et qui me disent, Rémi, souvent des anciens collègues ou des amis d'avant, des gens avec qui je suis un peu plus intime, on va dire, où on va avoir plus facilement l'échange facile. J'ai envie de perdre du poids. Voilà ce que je fais, voilà ce que je mets en place et tout machin. Et ils te disent en plus, mais je veux pas que ce soit, je veux pas me restreindre. Alors, c'est pas que je veux pas me restreindre. Souvent, c'est ce qu'ils disent, mais ils veulent, moi, je veux oui, pas un truc où je suis mes calories, je fais tout ça et ouais, tout. Par contre, voilà, j'arrête tous les fast-food et tout, machin, tous les trucs de merde et tout. Ok. Donc là, tu peux apporter ces bonnes indications-là, mais il y a rien qui me garantira que même si tu arrêtes ta junk food et tous tes trucs, tes boissons et tout, que même avec une alimentation saine, tu restes en maintien ou en surplus. Ce qui fera que tu ne perdras pas de poids. Parce que tu as beau bouffer poulet, riz, brocoli tous les repas, si tu es en surplus, tu es en surplus. D'accord. Il n'y a pas de. Si tu ouais. manges plus que ce que tu dépenses, c'est mort. Donc c'est Reste- pour ça que c'est très compliqué. Je finis vite fait, je te laisse le relais, oui, mon petit Reg. Juste. Quand les gens viennent me voir et qu'ils veulent juste des conseils, on va dire comme ça, pour faire du déficit, je vais donner des grandes trajectoires, des grandes lignées, une grande direction. Mais il n'y a rien de plus optimal que si tu traques et que tu sais exactement où tu en es, quoi. Tout simplement parce que sinon, tu avances juste à l'aveuglette. Et un déficit à l'aveuglette, au début, ça va marcher parce que souvent, les gens, ils vont cut suffisamment pour que ça marche. Et après, le problème, c'est là où ça stagne, où ça stagne, en fait. T'as plus de levier, en fait, parce que tu sais pas où t'en es du tout. Je te laisse le relais, mon parce Greg. que là où tu as apporté justement le bon point, c'est de traquer, c'est très très important. Chose qui peut être mise en place, c'est un peu la forme d'assiette en forme de camembert, où tu peux leur dire, bah voilà, je veux que sur ton camembert, dans un premier temps bien sûr, sur ton camembert, on va le couper en cette partie-là, je veux que ça soit la partie protéine, donc œufs, poisson, viande. Cette partie-là, je veux que ça soit la partie un peu plus glucides, donc riz, etc., etc., et la partie légumes, comme ça. Et du coup, la partie portion, dans un premier temps, pour certaines personnes, au début, ça va les aider à leur mettre en confiance. À dire, ok, bah là, tu manges ça, 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 ils calculent pas, ils regardent à peu près dans l'assiette, ça reste grossier, entre guillemets, mais pour un premier cut, pour des personnes qui ont cette appréhension-là d'emmener une balance, de regarder, de peser, etc.,
je pense que c'est quelque chose qui peut être bien à mettre en place. Mais comme disait Rémi, très important, le problème c'est que tu sais pas réellement de un si ça va être suivi, de deux tu sais pas réellement si t'as 300 grammes ou si t'en as 350, et ça fait toute la différence suivant les aliments que tu prends. Et pareil derrière, ça va tenir qu'un temps. Donc, pour un premier temps, ça peut être quelque chose d'envisageable, dans le sens où si on part d'un petit peu loin, pour commencer à manger sainement, un rééquilibrage au début, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à savoir et à mettre en place. Mais par la suite, pouvoir comprendre, faire comprendre à la personne que, ok, ça serait bien du coup que on commence à peser, etc. Mais dans un premier temps, pour les premières semaines, je trouve que c'est quelque chose sur des personnes qui peuvent être intéressantes. Mais comme disait Rémi, dans tous les cas, il n'y a pas de secret. On est obligé de compter si tu veux réellement un objectif clair et défini, quoi. D'ailleurs, pour ricocher un peu sur ce que tu dis là, on se fait, nous, beaucoup diaboliser parce qu'on compte nos calories. Tu sais, aujourd'hui, c'est très mal vu. Quand Ouais, tu comptes tes calories, t'es dans l'extrême, t'es le diable. Vraiment, tu comptes tes calories, c'est malsain, t'as des troubles. Et en fait, il y a un mec, je trouve ça vachement intéressant ce qu'il disait, mais que quand c'est pour quand c'est pour les autres, ça nous dérange pas d'utiliser des calculs. Quand c'est pour ton bébé là, tous les bébés, c'est portionné tout ce qu'ils mangent. Ton bébé, tu lui donnes pas des quantités astronomiques. Pour son bon développement, tu sais, c'est des quantités très précises à respecter dans ce que tu dois lui apporter, etc. Pour ton enfant, c'est très précis ce que tu lui donnes dans les biberons, dans les trucs, toutes ces piles, la portion, ces piles, ce qu'il faut. Ton animal, ton chien, c'est exactement la même chose. Ton chien, tu vas pas lui donner, ou ton chat, tu lui donnes les bonnes proportions pour pas qu'il devienne obèse ou pour pas qu'il... Et toi, pour ton bien-être et pour juste que tu sois en bonne condition, ou enfin que tu sois en bonne santé, en fait, tout simplement, je parle même pas de conditions. Quand je parle de conditions, c'est une condition qui est globale. C'est tant physique que psychique, santé. C'est le global, le full package. Et bien, tout de suite, quand on le fait pour soi, faut diaboliser, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste la meilleure manière de pouvoir, entre guillemets, être sûr on est vraiment dans ce qu'on a besoin, de quantifier ses réels besoins, tu vois. Et c'est pour ça que je trouvais ça vachement intéressant. Il avait donné quelques autres arguments que j'ai oubliés qui étaient très très pertinents aussi. Mais oui, quand c'est pour des choses, on va dire, un peu vitales ou très importantes, c'est bizarre. On commence à mettre l'œil dans ce que la ouais. personne mange, dans plus traquer, plus faire attention. Ah, t'es diabétique et d'un coup, on va commencer à contrôler les glucides que tu bouffes. Ah, mais peut-être que tu peux attendre de ne pas être diabétique pour commencer à le faire. Comme ça, tu peux peut-être éviter de l'être, tu vois. Bref, D'accord. chacun voit midi à sa porte. Chacun fait ce qui est important pour lui, Mais, mais overall, moi je trouve que traquer, ça reste quand même un des indicateurs. Alors, bien sûr, traquer quand on peut, mais c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves aussi, c'est que pourquoi tu vas t'amuser à faire des écarts quand t'es à la maison? Et encore, écart, j'aime pas le mot écart parce que ça induit le fait que il y a des aliments qu'il faut, enfin, il y a des repas que tu peux pas faire parce que dans ton oui. alimentation c'est pas marqué. Donc, j'aime pas ce mot écart, c'est de la merde. Mais tu vas manger, tu vas te goinfrer, on va dire chez toi, ou tu vas faire un repas qui, sous l'émotionnel, qui va te, Hors plan, quoi. hors plan, voilà. Alors que tu sais que déjà la vie va t'emmener plein de moments pour en faire. Tu vas être invité au restaurant dans la semaine, tu vas avoir un petit Oui. goûter avec tes collègues, tu vas avoir un anniversaire, un mariage, un truc. Donc c'est un peu pareil pour moi. Quand tu peux traquer, traque à fond. Quand t'es au resto, mais sors pas ta putain de balance, tu vois, s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Fais des choix stratégiques, sois smart, mais c'est pas grave, tu vois, c'est fine, ça passe. C'est surtout dans Mais tu cette vois, approche-là, être flexible. par rapport à ça, je rebondis. Justement, on en parlait. Pareil, je reprends l'exemple, j'ai quelqu'un qui justement est en déficit et je lui dis, mais en fait, le problème, c'est que si ton hors plan, ton cheat meal, tu appelles comme tu veux, ton écart, le truc, c'est que s'il est pas traqué, bah du coup, forcément, il y a peu de chances qu'il soit traqué, on va pas se le cacher. Euh, le lendemain, bah forcément, on explose toute la semaine et au final, tu regardes la semaine d'après, bah, au final, t'es au même poids que la semaine dernière au même jour. Du coup, bah au final, rien n'a changé. Puis généralement, la composition corporelle sur les deux photos, bah t'as pris de la flotte, etc. Donc moi, ce que j'ai mis en place et ce que j'ai fait, c'est que je lui dis, ok, bah quand tu fais ton repas libre, ok, qu'est-ce que tu fais? Tu fais attention. Et du coup, forcément, il a une diète adaptée par rapport à ça. Je sais jamais quel écart est-ce qu'il va faire, mais je dis, ok, essaye de pas te goinfrer, mais fais-toi plaisir. Par contre, du coup, je t'ai diminué un peu tes apports pour cette journée-là, que ce soit en glucides. Derrière, le soir, comme ça, tu culpabilises pas, tu peux te faire plaisir sans tomber dans les excès énormes. Et derrière, bah forcément, le poids il va monter un petit peu, mais après il va reperdre, et au final on reste quand même en déficit. Mais c'est une personne à qui justement j'ai dit que bah je vais montrer, je vais dire regarde t'as fait un écart là, un écart là, au final on perd pas et la composition corporelle elle s'améliore pas.
Je lui dis, c'est comme tu veux. Je lui dis, mais après, on perd du temps. Je lui dis, si tu veux en gagner, on peut mettre ça en place, comme ça, t'as pas de frustration, tu te prives pas. Si t'as pas ressenti de faire des écarts, ça sert à rien d'en faire. Je préfère que t'ailles chez le boucher, que tu me dises, ouais, j'ai pris une bonne entrecôte, un bon steak, parce que ça me fait plaisir de manger ça. Et du coup, là, on va le traquer, on va le mettre dans justement ton repas du soir, on va le modifier. Et là, ça me va, c'est parfait, c'est top. Et forcément, il y a des moments où, bah, comme tu l'expliquais, t'es de repas le soir, tu vas manger avec des amis, de la famille, pour X ou Y raison. Dans ce cas-là, une diète adaptée par rapport à ces moments-là sur le reste de ta journée, bah, c'est top. Et au final, le soir, il sait qu'il a pas spécialement envie spécialement de ce frais. Et du coup, il mange, il se fait plaisir, et après, on reste sur un déficit, parce que derrière, on perd pas de temps, le physique bouge, il est satisfait, on progresse comme ça, tout roule, quoi. Et c'est ça qui est important. En fait, ce que tu soulignes, c'est bien, c'est que il faut avoir l'état d'esprit aussi, il faut être smart. C'est quand t'as des sorties, il faut que même si la journée avant, entre guillemets, t'as prévu un petit peu que tu veux manger le soir, c'est pas on ouvre les vannes ce soir et c'est vas-y, là je suis un Non. gouffre sans fond. Si, il faut toujours rester raisonné. Et c'est ce que je vois beaucoup même avec mes élèves, c'est que il y a des élèves qui, tu le vois comment leur déficit, ils le respectent énormément. Tu vois, les mecs, quand ils te disent, ils sont carrés, ils sont carrés. Tu vois, je veux dire, les chiffres ne mentent pas. Les hommes mentent, mais pas les chiffres, ok? Ouais. Après, je veux juste nuancer avec le fait qu'il y a quand même beaucoup de gens aussi, notamment aussi pas mal chez les femmes, avec des variations hormonales, des SOPK, des résistances à l'insuline, etc., qui font que, bien sûr, ça peut ralentir ce Oui. processus-là. Des traitements lourds aussi qui n'aident pas du tout, d'accord? Il y a des médicaments qui aident pas du Des, tout. Des des prises de stress, pilules, tout simplement. prise de Déjà, rien que pilule. par rapport aux femmes, cycle menstruel, prise de pilules, c'est des choses qui sont, qui fluctuent énormément. Et là-dessus, pas de stress, quoi, c'est normal. Là-dessus, il Exactement. n'y a pas Mais de stress du à se tout. mettre. Et ça demande encore plus de rigueur dans la nutrition. Il y a beaucoup de gens qui Oui. sous-estiment le fait de ce qu'ils mangent. En fait, ils sous-estiment vraiment, ils disent, oh, mais c'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en fait, le déficit, des fois, ça se joue vraiment littéralement à 200 calories. Moi, j'aime aller chercher des déficits de 200 calories par rapport à son maintien, dans l'idéal, tu vois. Et à chaque fois que tu réajustes, de pouvoir rester dans cette fourchette, dans cette range-là, tu vois, dans du 200-500. Mais parce qu'en fait, si tu vas chercher plus, tu vas trop le ressentir. Donc ça va encore plus te peser dans ta tête. Et tu t'éloignes aussi un petit peu de ce que j'expliquais tout à l'heure, un peu de ce sweet spot, de ce moment où en fait tu veux pas être léthargique. Donc tu es en déficit, mais pas trop non plus pour pouvoir quand même être performant sur ta séance, tu vois, de pouvoir envoyer la sauce, de pouvoir t'entraîner dur. Dans ton quotidien, de pas juste être une épave, en fait, de pas être juste le mec qui se balade comme ça, c'est un mort-vivant, tu vois. D'avoir de Mm. l'énergie aussi pour d'autres choses, parce qu'on travaille, parce qu'on a un boulot, parce il y a la vie aussi, Vie perso. la vie perso, etc. Donc c'est pour ça que j'aime jamais aller loin enfin, j'aime jamais aller trop agressivement dans les déficits. En tout cas, en fonction, tu soulignais par exemple, ça dépend vraiment des objectifs de la personne et des deadlines, bien sûr. Mais Oui. grosso modo, il faut y aller progressivement. Mais il faut aussi que les personnes comprennent que euh, ce qu'on pense des fois que ce n'est pas grave hein, dans ce qu'on mange au quotidien, bah, en fait, ça a beaucoup plus d'impact qu'on le pense. Et pour nous, en tant que coach, c'est extrêmement dur de savoir le vrai dans le faux si on nous dit pas exactement toute la vérité. Et surtout que nous, on peut réadapter des macros sur une diète sportive. On peut réadapter des macros, mais si la personne ne respecte pas ses macros de base, en fait, tu rajustes quelque chose dans le vide. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et, et sur un déficit, justement, si admettons à un instant T, il y a eu un craquage pour X ou Y raison, soyez transparent, on n'est pas là pour non plus vous engueuler, même si on va vous dire ce qu'on en pense par rapport à ça, mais ça permet à nous déjà de comprendre et de savoir pourquoi à ce moment-là, on a une fluctuation, que ça soit au niveau des entraînements, que ça soit sur le physique, que ça soit sur toutes les métriques qu'on a, et au moins nous, ça nous permet de comprendre, parce que moi, ça m'était arrivé encore un autre exemple, sur une personne qui disait oui, oui, je respecte ma diète, sauf que le problème, c'est que je comprenais pas. Je me remettais en question, le poids descend pas, etc. Et au final, t'apprends 2, 3 semaines plus tard que en réalité, bah, la diète était pas suivie. Et du coup, nous, ça nous évite de nous remettre en question et de se comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, alors que théoriquement, tout est ouvert. Et il y a peut-être des données qu'on n'avait pas ou quoi que ce soit, du coup, nous, on va se creuser la tête. Mais en réalité, on n'est pas là pour vous engueuler, on va vous dire les choses par contre telles qu'elles sont.
Mais dans ce cas-là, si vous avez des objectifs, faut pouvoir être en accord et les comprendre. Et que vous nous dites que c'est compliqué, que c'est un peu dur, on peut trouver des alternatives potentiellement. Peut-être, comme on disait avec Rémi, peut-être rajouter un petit peu de dépenses, donc on peut peut-être un petit peu augmenter les pas, qui vont pas vous créer trop de fatigue, ou alors des petits aliments qui peuvent être modifiés, qui vont être un peu moins caloriques que d'autres, comme par exemple des pommes de terre à l'eau, tout simplement. Ça prend beaucoup de volume dans l'assiette, c'est moins calorique que du riz, c'est des choses qui calent, qu'on a un indice de satiété qui est assez élevé. C'est vrai que ça, tu manges ça le soir, tu vas au lit, après derrière, généralement t'es plein. Pareil, volume de légumes, etc. On peut toujours Oui, optimiser en fait les prix transport. alimentaires. Voilà, les crèmes de riz, on peut passer peut-être. Alors la crème de riz quand c'est pré-training c'est différent, mais sur les postes ou quoi, Oui, plutôt passer sur peut-être des flocons d'avoine où c'est beaucoup plus oui. fibreux, ça va te mettre beaucoup plus de temps à digérer, etc. Donc il y a plein d'alternatives. C'est pareil, la nutrition c'est une vraie boîte à outils. Il y a plein de possibilités d'apporter des tips et des solutions à tout le monde. Et voilà, aussi un mythe que je veux briser fast, c'est le fait de croire qu'on peut être en déficit et qu'on n'aura jamais faim. Les gens qui vous disent que tu es en déficit et que tu n'as jamais faim, c'est juste des gens qui vous bernent, hein, parce que de toute façon, c'est dans le nom, c'est t'es en déficit. À partir du moment où tu apportes moins que tu dépenses, tu crées un déséquilibre au niveau de ta balance énergétique. Forcément, il va falloir accepter à un moment que tu as un petit peu faim. Alors justement, comme je parlais de ce sweet spot tout à l'heure, c'est de faire des déficits qui sont pas trop agressifs pour pouvoir toujours jouer sur ce sentiment de faim, que ça ne devient pas être quelque chose qui vous préoccupe, où vous êtes vraiment food ou enfin food focus, mental focus que sur ça à fond. Non, non, le but c'est vraiment de pouvoir y aller progressivement et de jouer sur ce sentiment de faim de manière progressive et qui reste, on va dire, un peu toujours le même. Et c'est clairement ça qui permet de. C'était un peu la question que La j'avais après, partie? c'est la question que j'avais après, c'était comment casser un plateau. On y a quand même pas mal répondu, mais grosso modo, ça découle de ce que je suis en train de dire, c'est que quand on y va de manière progressive, quand un plateau se présente, quand j'appelle ça un plateau, c'est un moment de stagnation. À partir de ce moment-là, on sait ce qu'il y a à faire. Il y a juste réajuster les calories, parce que du coup, notre déficit, on est juste plus en déficit, on est revenu entre guillemets en maintien par rapport à ce que dépense notre métabolisme et notre dépense au quotidien. Donc, soit une fois de plus réajuster les calories ou augmenter la dépense, tout simplement. Après, il y a des processus qui peuvent être un peu plus deep. Des fois, ça a demandé de relancer un petit peu aussi la physio parce qu'on est en déficit depuis très longtemps, etc. Donc, soit un diet break, ça peut se faire, soit voilà, il y a d'autres modifications possibles à faire. On peut rajouter peut-être des jours on à certains moments ou des jours voilà. On peut avoir des jours hauts, un jour haut dans la semaine typiquement aussi. On va avoir quand même plus de carbs, plus de ressources. On peut mieux adapter ça. Souvent aussi, ça gérer peut-être mieux le stress aussi. Et je sais que c'est bête, mais une meilleure Aussi. gestion du stress peut aider à débloquer une perte de poids. Euh, des simples mots. Sommeil, Exactement. aussi. Le Très très sommeil, important. la récup, Les c'est personnes clé. qui disent je comprends pas pourquoi est-ce que je perds pas de poids, tu regardes au niveau du sommeil et tout, tu vois que la personne dort 5 heures et que le sommeil est de très mauvaise qualité, bah derrière forcément c'est compliqué sur une perte de poids. Et pareil sur une prise de poids également. Donc forcément à côté c'est compliqué, ça reste des paramètres qu'on dit vraiment essentiels, c'est vraiment pas pour vous faire chier, il y a vraiment trois paramètres essentiels, ça reste en termes d'entraînement, sommeil et diète. C'est trois paramètres qui au quotidien sont clés quoi. Et nous, on n'est pas des magiciens. La réalité, c'est que on est des coachs. Pourquoi, en fait, pourquoi les personnes vont faire des coachs? Elles savent ce qu'il faut qu'elles fassent dans les grandes lignes, et nous, on vous fait appliquer ce que vous savez déjà. D'accord? Bien sûr, de manière plus optimale, parce que nous, voilà, on a passé 10 000 heures à s'instruire pour ce qu'on fait, pour pas que vous ayez à le faire, d'accord? Parce que vous aussi, vous avez un boulot, vous avez d'autres choses à faire, et qu'au moins, on vous apporte une vraie direction, et on vous fait passer les plateaux plus rapidement parce que on sait comment ça fonctionne. Donc forcément, ça va plus vite. Mais si, là, pour conclure, grosso modo, si ça te va qu'on conclue, qu'on passe sur la conclusion, Greg, Ouais. euh, clé en main, si demain, là, vous n'avez pas de coach, vous n'avez rien, vous voulez perdre du poids, vous voulez être en déficit calorique, je vous donne la tech, je vous donne la strat. Et elle est très simple, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Commencez déjà par traquer ce que vous mangez. Commencez à vous... on a déjà dit en plus plein de tips sur le truc sur les podcasts d'avant pour répartir vos macronutriments en fonction de... Partez sur une répartition de macros classique, d'accord, de votre maintien. Vous utilisez
les calculateurs métaboliques si vous voulez, Harris et Benedict, il y en a d'autres, il y en a plusieurs, bref. Prenez-en un, définissez par rapport à vos objectifs, vous l'utilisez, vous voyez comment votre poids fluctue, c'est juste pour avoir un référentiel de base. On s'en fout si il ne sera pas précis instantanément. Vous ne serez pas soit en surplus, soit peu importe. Vous allez arriver dans un point de départ. C'est votre point de départ. Une fois que vous avez votre point de départ, à partir de là, vous prenez les tendances de poids sur 3 à 4 jours. En fonction de comment votre poids fluctue, une semaine, en fonction de comment votre poids fluctue, vous adaptez. Si jamais vous n'êtes pas encore en déficit, vous baissez légèrement les calories et vous voyez si vous êtes en déficit ou pas. Moi, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs manières de faire. Soit on tape directement dans le déficit dans les calories, soit on joue directement sur la dépense. Moi, je suis plus de l'équipe à aller chercher, en tout cas, une plus grosse dépense de pas, arriver dans votre dépense maximale par jour, qui est possible, pour ensuite toucher un peu la diète et après intégrer plutôt du cardio. Voilà, moi je fonctionne comme ça, c'est ma manière de faire, et je vous la donne. J'ai- Dis-moi. Moi, juste pour nuancer, je dirais que ça dépend, ça reste grossier, mais ça dépend du coup des profils et des personnes suivant l'emploi du temps, etc. Mais sur le principe, oui, je te vois. Mais ça dépend encore, ça reste vraiment individuel. Ça reste vraiment individuel par rapport aux emplois du temps, par rapport à la personne, quoi. De son passé aussi, très important, tu vois. Ah, c'est pour ça que c'est important. De toute façon, quand j'avais parlé du point de vue du coach, mais c'est vrai que là, on va parler du point de vue de la personne qui est autodidacte. Bah, du coup, pour elle, elle aura beaucoup plus de mal à vraiment pouvoir avoir cette vision de Ouais. l'impact que son passé a eu sur où elle en est actuellement. Mais pour moi, applique les grands principes comme ça. Et si Oui. vraiment ça marche pas, là, on peut aller chercher à creuser. En fait, si toi, tu as envie d'appliquer par toi-même seul, fais-le. Et il y a forcément un moment où tu risques de bloquer parce que soit tu manques de connaissances, soit tu vas essayer de t'instruire pour aller encore plus loin dans ta démarche par toi-même. Donc tu vas y trouver tes réponses par toi-même. Ou à ce moment-là, bah, peut-être que tu auras envie de faire appel à un coach parce que tu te rends compte que tu es un peu perdu, parce que tu peux plus avancer, etc. Voilà, tu as plusieurs possibilités, mais on va dire les grands principes de base du déficit calorique, c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Et une fois de plus, voilà, de bien suivre vos apports sera la manière la plus safe pour arriver à destination, pour gérer tous les plateaux par la suite. Euh, voilà. Et c'est surtout prendre du temps. Les ajustements prennent du temps. Il faut laisser Ouais. votre corps, il s'habitue, il change. Pour nous, c'est bête, c'est des chiffres. C'est bête et discipliné, on voit juste des chiffres. Mais on a un corps qui change. On a des adaptations qui se font. On a des milliards et des milliards de cellules, plein d'organes. On a énormément de choses, des zones de stockage, des passifs. On a beaucoup, beaucoup de choses qui font que, waouh, ça prend du temps. Et encore, le corps, comme je dis tout le temps, il pardonne extrêmement vite, hein. Ça fait 20 ans que tu négliges, tu as pris tes 30 kilos en 20 ans, là. Toi, tu as espoir qu'en 3 semaines, ce soit fini, mais ça va aller vite déjà, ça va aller extrêmement vite. Des fois, il faut se remettre un petit peu dans le temps. Ok, ça m'a pris, j'ai fait toutes des conneries pour je sais pas combien d'années. Là, je vais me reprendre en main, ça va prendre du temps, faut que je l'accepte. Ça va quand même être rapide, faut être conscient de ça. Si c'est bien fait, ça peut être rapide, mais il faut quand même laisser le temps au temps. Il y a un moment, c'est pas, le temps est incompressible, il y a forcément un minimum syndical à devoir respecter, donc voilà. Comme disait Rémi, je rebondis juste là-dessus. Je suis Allez. entièrement d'accord, mais n'allez pas trop vite, justement. Comme disait Rémi, le problème c'est que si vous allez trop vite, il y a peut-être un moment où vous allez craquer, vous allez lâcher, et le fait d'avoir perdu 10 kilos, derrière, vous allez en reprendre 15. Et le but, il est pas là. Faut mieux prendre un peu plus de temps, faire les choses correctement, y aller petit pas par petit pas, que de vouloir aller trop vite et que se dire dans un mois et demi, 2 mois, j'ai tombé 10 kilos, ça y est, je suis en déficit, je fais de la course 2 fois par jour et tout. Ça sert à rien, vous allez pas tenir. Ça Et sert ça à rien. donne envie, hein. Et je suis le premier parce que je suis pas un bon élève moi non plus, mais je suis le premier à le dire. Ça donne envie. Quand tu vois que les efforts que tu fais, ils payent, t'as envie, t'as envie de te donner encore plus, en croyant que ça va payer 2 fois plus, Ouais. mais ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, c'est une courbe en U, en fait. C'est que t'as un sweet spot très optimal qu'il faut que tu atteignes. Si t'en fais pas assez, ça marche pas. Si t'en fais trop, ça marche pas. Ça Je marche pas reprends. non plus. Donc il faut vraiment aller chercher ce sweet spot, comme je l'expliquais tout à l'heure depuis le début. Sweet spot, je sais pas si les gens savent, mais c'est le point idéal. Voilà, c'est ça, le point idéal. C'est le point idéal où tu veux être, entre guillemets, c'est le meilleur, l'endroit le plus optimal pour Mm. pouvoir progresser. Et une fois de plus, tu peux pas se le rusher par du temps ou par 100 fois plus d'investissement. Ça ne marche pas. Il faut mettre l'investissement suffisant
respecter le temps suffisant aussi. Et quand tu arrives à bien lier les deux, c'est ça qui est le plus dur. Et c'est pour ça que ça prend du temps de se connaître et qu'au début, on fait forcément des conneries, qu'on va tous trop vite. Mais au moins, on vous donne un petit peu de nuance si on peut vous aider à lever un peu le pied pour ne pas perdre trop de temps par la suite. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a fait un, on aurait pu parler un peu d'autres choses peut-être, mais sur du déficit, je pense qu'on a abordé un petit peu les grandes lignes. Il y a des Oui, processus qui on pourrait aller un peu je, plus loin forcément, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas ce que t'en penses. On est good? je pense aussi. Je pense qu'on est good. Eh bien, parfait. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas. C'est vrai que je vous demande jamais de mettre des pouces et des commentaires dès le début, mais il faut que je le fasse dès le début parce que là, je vais le faire à la fin. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et merci pour votre présence. Une fois de plus, merci à vous d'être là. Avec Greg, on vous souhaite, comme d'habitude, de bons entraînements, bien manger, euh, et puis bien dormir, bien récupérer. Et si vous êtes en déficit, beaucoup de force. On a connu ça aussi, j'ai beaucoup connu ça aussi. Et c'est bien, c'est très bien le déficit, c'est une très très bonne chose. Et normalement, on se retrouve pour le prochain épisode pour parler du surplus calorique. Yes! Yes. Bonne soirée à tous. Ciao! Bonne soirée. Ciao, ciao.